Bienvenue au Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné de Gabriel. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi aussi. Très bien aussi. Aujourd'hui, on va parler de Intune, partie 1. On a décidé de couper ça en deux morceaux, justement, pour rendre ça digeste. Puis, la séparation qui est faite est essentiellement sur le volet BIOD, qu'on nomme affectueusement le MAM, et la seconde partie, qui va s'enregistrer de façon ultérieure. On va aborder le MEM, qui est le volet corporatif, le volet d'appareils gérés par l'entreprise. Fait qu'on va commencer avec le MEM. Fait que je te laisse débuter avec ça. Exactement. Puis d'entrée de jeu, là, on parle de Intune pour ceux qui pourraient se dire hey, c'est Endpoint Manager maintenant. On l'avait mentionné dans un épisode précédent, mais Microsoft est revenu à son ancien nom. Donc, c'est bel et bien Intune, même si là, je partage mon écran, puis on voit en haut à gauche que c'est écrit Microsoft Endpoint Manager. Dans la documentation, c'est tout mêlé. Là. Des fois, ça parle de Endpoint Manager, des fois, ça parle de Intune, des fois, ça parle des deux dans la même page. Faut juste être conscient que ça parle de la même chose. Que le vrai nom officiel, c'est Intune à nouveau. Ouais, puis de toute façon, dans l'univers Microsoft, il faut quand même être habitué sur les changements qui sont réguliers sur les noms, les familles qui vont parce que comme maintenant, c'est tout Defender, rendu Microsoft Defender, rendu la famille des produits de sécurité, par exemple. Purview était renommé, bon bref, faut s'habituer à ce genre de choses-là. Fait que c'est pour ceux qui vont écouter, tout dépendant dans le temps, ça se peut que ça redevienne ça éventuellement, mais tenez pas rigueur, c'est l'univers dans lequel on vit. Exactement. Non, c'est ça. On le prend avec humour maintenant, je pense. Bref, Intune, aujourd'hui, c'est un service qui, oui, en effet, dans le contexte de justement la pandémie puis l'arrivée massive du télétravail, personnellement, puis je suis sûr que toi aussi, Nicolas, on a eu à déployer assez rapidement. Pour différentes organisations, particulièrement pour gérer justement ce cas d'utilisation-là de gens qui ont commencé à travailler, à accéder à des données organisationnelles à partir de leurs appareils personnels. Donc, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de protéger les données d'une organisation qui sont accédées à partir d'appareils mobiles, d'utilisateurs? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous parler de ce volet-là. Pour commencer, je vais quand même faire un petit tour d'horizon d'Intune, juste pour que on sache tous ça ressemble à quoi, c'est quoi les différents pans de mur du service, qu'est-ce que ça permet, puis ensuite de ça, on va rentrer plus dans ce volet plus spécifique-là du Bring Your Own Device, comment sécuriser tout ça, c'est quoi les options qui s'offrent à nous à travers Intune. Ouais, puis je vais faire un aparté, puis justement pour les gens qui sont un peu moins techniques puissent comprendre, puis c'est pour ça qu'on appelle ça affectueusement MAM, c'est parce que on gère l'application et on gère pas le périphérique. C'est vraiment la nuance très importante qui est pas comprise par tout le monde, puis qui des fois qui est difficile à saisir. C'est vraiment ça, puis c'est magnifique que Microsoft ait déployé ce genre de choses-là, puis ils sont probablement dans les seuls à ce que j'ai vu jusqu'à présent qui offre cette possibilité de gérer l'application et non le périphérique, ce qui fait qu'on a une bulle protégée pour l'information corporative, même sur un appareil qu'on pourrait qualifier de non-confiance. Exactement. Exactement. Puis je vais le souligner plus tard là, en vous le montrant à travers l'interface. Faut juste être conscient que oui, c'est super. Par contre, c'est surtout au niveau des appareils mobiles. Il existe ce qu'il appelle Windows Information Protection, si je me trompe pas, qui est l'équivalent de du MAM, là, de ce que Microsoft a essayé de faire pour les PC. Mais ça va être déprécié. En fait, je pense que ça a été déprécié depuis juillet de cette année. Et puis, ouais. Puis, en même temps, personnellement, je trouve ça malheureux que Microsoft n'ait pas mis plus d'énergie comme ils ont fait sur les appareils mobiles, ce qu'ils n'ont pas fait l'équivalent sur les logiciels lourds, parce qu'ils sont quand même en contrôle du logiciel, là, de la suite Office. Ouais. Je trouve ça très malheureux, puis même qu'ils effectivement le déprécient tout ça, parce que il faisait une liaison très forte avec Windows et non avec Office. Fait que je trouve ça un peu triste qu'il n'y ait pas c'était l'équivalent, parce que ça simplifie.
d'un point de vue gestion, là, ça simplifierait tellement la vie de faire ça comme ça. Mais bon, bref, il y a des choix technologiques peut-être qui sont sous-jacents que je n'ai pas conscience. Il y avait beaucoup de problèmes. Rapidement, là, on a essayé de déployer à plusieurs endroits, puis il y avait des problématiques vraiment avec ce service-là. Puis même que j'en suis venu à discuter avec un ingénieur de Microsoft sur le sujet, puis il m'a carrément dit « Déployez pas ça, c'est trop problématique en ce moment. » Puis comme de fait, quelques mois plus tard, on constate que c'est déprécié. Là. Mais c'est ça. Microsoft met beaucoup d'efforts, par contre, pour tout ce qui est prévention contre la perte de données sur les endpoints. Avec leur endpoint DLP, ils ont beaucoup de nouvelles fonctionnalités, puis ils mettent leurs efforts là-dessus, je pense, là, pour sécuriser les données sur ce type d'appareil-là. Bref. Intune, ça ressemble à quoi? Ben c'est ça, c'est pour la gestion d'appareils et d'applications qui vont, surtout mobiles, là, comme on l'a mentionné, qui vont être utilisées par vos utilisateurs. Donc, typiquement, ce qu'on va être en mesure de faire avec Intune, c'est d'aller faire l'inscription ou l'enrôlement de différents types d'appareils. On peut parler autant de PC, que ce soit Mac ou Windows, peu importe, ou d'appareils mobiles, pour aller les gérer. Et là, je vous montre rapidement dans l'interface. On va rentrer plus dans ce volet-là de gestion d'appareils corporatifs dans le prochain épisode d'Intune, mais rapidement, on parle de profil de configuration pour aller indiquer à Intune comment configurer les différents types d'appareils. Donc, on va carrément pousser des configurations sur nos appareils à travers Intune. On peut mettre des stratégies de conformité pour aller valider l'état de conformité des appareils. Donc, est-ce qu'il y a des stratégies de mot de passe en place, etc. Donc, ça, c'est le deuxième pan de mur. Intune va nous permettre de voir l'état de conformité de nos appareils, puis suite à ça, on est en mesure d'aller mettre ça de pair avec des règles d'accès conditionnel pour dire si ton appareil n'est pas conforme, on te bloque l'accès à nos environnements corporatifs. Et enfin, le troisième grand volet, ben, c'est ce qu'on a mentionné avec la protection des applications. Donc, App Protection Policies, comme vous pouvez le voir dans l'interface ici, c'est des stratégies de protection des applications pour aller mettre une bulle de sécurité directement au niveau des applications. Donc, une façon un peu vulgarisée de voir Intune aussi pour tout le volet device corporatif, c'est de le voir comme un remplacement de ce que font les GPO dans un environnement local. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on fait souvent, là, aller reprendre un peu ce que des GPO vont faire pour la configuration de post-Windows, etc., puis aller migrer ça dans Intune pour en faciliter la gestion. C'est quelque chose qui est régulièrement fait. Ouais, puis ça va dans le fond dans le deuxième volet. De toute façon, qu'on va parler davantage de ça, mais c'est très important de se préparer à cette migration-là quand on veut commencer à gérer les postes de façon infonuagique. Donc, avec la grande mobilité que le confinement nous a apporté, justement, de se décrocher des GPO internes dans l'AD, puis de commencer à le réfléchir sous Intune est très important parce qu'on change de paradigme au niveau de comment on gère les appareils corporatifs, mais ça aussi comment on est capable d'intégrer tous le BIOD et les appareils personnels aussi dans cette affaire-là. Et à mon avis, enfin, on est capable de gérer les appareils personnels, ce qui était compliqué avant le confinement, puis les entreprises voulaient pas, puis c'est compliqué. Là, on a ouvert enfin cet espace-là où les appareils personnels peuvent être utilisés de façon sécuritaire avec les informations de la compagnie. Oui, exactement. Ça ouvre plein de possibilités. Puis, en effet, là, ça donne un bon niveau de sécurité dans ce nouveau contexte moderne-là. Donc, c'est un service qui est vraiment crucial, là, selon moi, pour une saine gestion de la sécurité dans Microsoft 365. Donc là, on tombe dans un des portails qu'il y a dans le tas de portails Microsoft, donc endpoint.microsoft.com. C'est à partir d'ici que tout le service est géré. Je dis tout le service, mais bon, évidemment, si vous faites affaire, par exemple, avec Apple, ben, il va falloir utiliser aussi le portail Apple Business Manager, etc. Là. Mais bref, pour toute la portion Microsoft, c'est ici que ça se passe. Dans le contexte du BYOD, on a quand même plusieurs options. Le point crucial ou le plus important qu'on va revoir constamment pour la gestion d'appareils
personnel, c'est qu'on va vouloir s'assurer de mettre une bulle de protection sur les applications qui vont être utilisées par nos utilisateurs pour accéder à des données corporatives. Donc, on peut penser typiquement, là, ce qu'on fait pas mal tout le temps, c'est Outlook. Souvent, il y a Teams qui se ramasse là-dedans. Puis, ça peut aller même sur des applications qui ne sont pas exclusives, là, développées par Microsoft. On peut penser à des Zoom de ce monde, des choses comme ça aussi peuvent faire partie de stratégies de protection des applications qu'on va mettre en place. Ouais, puis là, je vais rajouter, je partage un peu de mon expérience aussi. Les entreprises un peu plus matures vont commencer, tout le volet OneDrive, entre autres, va être de plus en plus utilisé. Et toute la suite Office, dépendant de la licence que l'entreprise a, soit on a les applications autonomes, ou soit on a M365, qui est l'espèce d'application passe-partout, qui est vraiment le portail sur appareil mobile, dont sur iPad, pour ceux qui sont des utilisateurs d'iPad. On est capable de quand même collaborer de façon très importante avec les outils de ça, mais qui sont quand même gérés à travers ce portail-là. Et justement, c'est très important que ça soit géré à travers ce portail-là. Exactement, oui. La façon que ça va se dérouler, la mise en place de stratégies de protection des applications, d'un point de vue utilisateur, ça va nécessiter ce qu'ils appellent un broker app. Donc, j'ai des organisations, des fois, des utilisateurs ont fait le saut. Faut juste être conscient puis bien le communiquer. Lorsqu'un utilisateur va souhaiter utiliser son appareil personnel pour utiliser, par exemple, Outlook pour se connecter à son compte d'entreprise, pour que la stratégie de protection des applications s'applique, l'appareil doit être concrètement ce qui se passe, là, c'est que ça va aller inscrire l'appareil dans Azure AD pour qu'une gestion de l'appareil puisse quand même être faite, même si on parle pas là, de vraiment gestion au même sens que ce qu'on va voir avec du MEM, là. Mais quand même, il faut que l'inscription se fasse. Et puis, pour iOS, on parle de l'utilisateur doit installer Authenticator, Microsoft Authenticator habituellement, qui est le broker app. On l'installe parce qu'il y a le bénéfice du MFA qui vient avec. Là. En ce sens, je pense que c'est le bénéfice. Et oui, mais mais il y a pas. Mais c'est ça qui est intéressant. Puis il est très utile quand on utilise les applications mobiles parce que la fluidité d'utilisation avec Microsoft Authenticator est excellente. Mm-hmm. Quand on le met en place. Puis même chose sur iPad. Là, c'est dans le fond que chaque appareil mobile qu'on utilise, on est mieux faut l'installer parce que ça rend ça très fluide, l'autorisation du MFA qui est associée à ce genre de choses-là. Mais ça, puis tout le volet Android où il faut absolument installer le portail entreprise. Exactement, ouais. Et qu'il faut expliquer aux utilisateurs qu'il faut faire très attention de ne pas s'inscrire dans le portail entreprise, mais il faut juste l'installer. Oui, ben c'est ça, exactement. Au niveau d'Android, c'est pas exactement la même mécanique. Plutôt que Authenticator comme application broker, c'est le Company Portal qui vient jouer un rôle similaire, mais c'est ça, là, c'est la même application pour aller faire l'inscription d'un appareil en mode géré, là, MEM. Donc, c'est ça. Faut bien guider les utilisateurs là-dedans. Quoique, il y a certains scénarios dans lesquels on va vouloir qu'ils fassent l'inscription. Je vais vous en parler un petit peu plus tard dans les différentes options. Mais dans ce cas-ci où ce qu'on souhaite vraiment juste mettre en place des stratégies de protection des applications, en effet, il faut faire attention de bien le mentionner. Donc, concrètement, ça ressemble à ça en termes de prérequis. Ce que le MAM va permettre, c'est ça, c'est de mettre une bulle de protection sur une application. Si je vous montre rapidement, ça ressemble à quoi? Puis là, vous voyez, là, quand que je clique sur Create Policy, on a ce que je vous ai mentionné tantôt, là, Windows Information Protection qui est dans les options. Faites comme si c'était pas là. Ça n'existe pas. Si on regarde au niveau iOS, excusez-moi, faire une petite stratégie de test. Donc là, on peut aller indiquer au service, on veut que ce soit quel type de device ou d'appareil qui soit scopé, excusez, là, j'oublie le terme français, là, qui soit ciblé par la stratégie. Donc, on peut aller indiquer si on veut que ce soit un appareil qui est géré ou non. On va le laisser à tout type d'appareil pour celle-là. Puis on peut aller sélectionner sur quelle application on souhaite mettre une bulle de protection. Donc, sur quoi est-ce qu'on veut que notre stratégie de protection des applications s'applique. Donc, par exemple, ici, on va aller chercher ce qu'on a dit tout à l'heure, Microsoft Outlook. On peut aller mettre, mettons,
Teams. Puis là, c'est là que vous allez, dans le fond, lister toutes vos applications que vous souhaitez protéger. Donc, évidemment, ça pourrait aller beaucoup plus loin que les deux que j'ai mis là, mais c'est juste à titre d'exemple. On rentre maintenant dans le volet de protection des données. Donc, on vient indiquer au service de quelle façon est-ce qu'on souhaite qu'il protège les données. Donc, on ne rentrera pas dans le détail de chacun des contrôles nécessairement, mais ce qui est intéressant, c'est que on a le détail qui est indiqué pour chacun des contrôles avec le petit ici. Est-ce qu'on souhaite que les données soient prises en backup dans iTunes et iCloud? On veut-tu le bloquer? Un volet qui est intéressant avec cette bulle de protection-là, c'est justement de faire en sorte que quelqu'un ne soit pas en mesure de prendre des données de l'organisation, donc dans ce cas-ci, on parle de Teams et Outlook, et de les envoyer dans une application qui est personnelle, là, qui est à l'extérieur de cette bulle de protection-là. Donc, on peut faire en sorte que Send Org Data to Other Apps soit, par exemple, à None pour empêcher tout, ou ce qu'on va faire surtout, c'est faire en sorte que les applications qui sont gérées par la stratégie de protection des applications puissent se parler entre elles, dans le fond. Donc, que la bulle de protection englobe finalement toutes les applications organisationnelles pour qu'on soit au moins capable de faire un copy-paste entre Teams et Outlook et vice-versa, par exemple. Ouais, il faut également l'expliquer aux utilisateurs ces éléments par expérience, parce que des fois, ils sont un peu surpris que le copier-coller ne fonctionne pas. Puis en plus, l'effet est très drôle quand le copier-coller est barré. Ça dit votre organisation ne permet pas ça. Fait que les gens sont toujours un peu étonnés. Ouais. Tu mentionnais aussi le Worker App. Ça aussi, il faut l'expliquer d'expérience. Il y a certains utilisateurs plus nerveux que d'autres qui vont sentir que leur appareil personnel est surveillé, ce qui est complètement faux. Ce n'est que l'application qui est surveillé. Fait qu'il faut vraiment communiquer, parce que les libellés de Microsoft ne sont pas nécessairement clairs dans certains égards, puis ils peuvent créer un peu de confusion et d'inquiétude chez certains utilisateurs. Oui, exactement. C'est un bon point. La gestion du changement est importante là-dedans, parce que c'est ça va changer les habitudes. Et puis, en effet, là, les messages de Microsoft sont pas tout le temps clairs, surtout que quand ça redirige parfois à de la documentation. Puis là, souvent, dans notre contexte, on a des gens qui sont en français. Des fois, le français de Microsoft est encore plus mêlant qu'autre chose. Fait que c'est ça. C'est pour ça que d'ailleurs, je parle en anglais dans mon interface, là, parce que Intune, j'ai eu des petits cas particuliers où le paramètre indique quelque chose en français, puis finalement, c'est le contraire qui se passe, ou des choses comme ça. Ouais. On peut aller aussi paramétrer quelles applications peuvent aller parler à nos applications dans la bulle de protection. Donc, d'où est-ce que je peux aller, par exemple, faire un copier-coller. Justement, on pourrait aller dire que c'est juste les applications qui sont gérées par la stratégie. Ou on pourrait dire que ça peut venir de toutes les applications. Il y a différentes options comme ça. Il y a beaucoup de cas d'utilisation différents là, qu'on peut aller gérer avec tout ça. Copier-coller ici, on peut aller mettre même une limite de caractères. Un point qui est pas mal tout le temps forcé, là, qu'on recommande tout le temps de mettre, c'est l'encryption, le chiffrement des données d'organisation. Donc ça, c'est intéressant ici. Avec ce paramètre-là, ça vient faire en sorte que les données organisationnelles dans l'application sont chiffrées. On peut aller empêcher l'impression. Restrict Web Content Transfer with Other Apps, ça, c'est un point quand même intéressant, c'est-à-dire qu'on peut aller faire en sorte que on oblige, par exemple, quelqu'un qui est dans Outlook et qui a un URL dans un courriel. Si c'est à AnyApp, la personne qui clique qui pèse sur le lien va pouvoir ouvrir l'URL dans son navigateur par défaut sur son appareil. On peut aller forcer Microsoft Edge. Pourquoi Microsoft Edge? Pas juste parce que c'est Microsoft, mais parce que c'est le seul navigateur qui peut être soumis à une stratégie de protection des applications. Donc, concrètement, ce qu'on peut faire en forçant Edge, c'est s'assurer que quelqu'un
qui accèdent à des URL à travers les applications qui sont protégées par une stratégie aboutissent dans un navigateur qui est aussi géré. Donc, c'est ça, ça va faire en sorte qu'on peut, encore une fois, mettre le même genre de... On aurait pu mettre Edge là, au niveau de notre stratégie de protection des applications ici, puis avoir le même type de comportement, là, empêcher l'impression ou le copier-coller, etc. Donc, c'est pas plus compliqué que ça pour tout ce qui est option de protection des données. Ça, c'est iOS, mais d'un point de vue Android, c'est sensiblement la même chose. Là, ça revient pas mal au même des deux côtés pour ça. Ensuite de ça, on va aller paramétrer c'est quoi les exigences pour pouvoir accéder aux applications qui sont protégées. Donc, on peut faire en sorte qu'on exige un PIN, par exemple, pour pouvoir accéder à l'application. Donc, même si un appareil personnel d'un utilisateur n'a aucun mécanisme de sécurité pour déverrouiller l'appareil, ben au moins on peut s'assurer que pour que l'utilisateur accède aux données de l'organisation dans son Outlook, peu importe, qu'il ait besoin d'entrer un PIN lorsque il rentre dans l'application. Donc, encore une fois, ici, on a plusieurs options. On peut permettre le numérique ou on peut exiger que ce soit un passcode avec alphanumérique. On peut aller bloquer les pins simples, ce que habituellement on va recommander. Évidemment, pour faciliter l'accès et la mise en place de ce contrôle-là, moi, personnellement, ce qu'on recommande au niveau de KPMG, c'est de permettre le Touch ID, le Face ID et tout ça. Et puis, pin reset, non merci. Ça, habituellement, c'est plus irritant qu'autre chose. Mais bref, c'est là si vous désirez le mettre en place. Work or School Account Credentials for Access. Ça ici, ce que ça va faire, je recommande pas de le mettre en place nécessairement là, parce que ça peut devenir très déplaisant là, pour les utilisateurs. C'est qu'à toutes les fois qu'ils vont accéder à l'application, ça va leur demander de faire une authentification avec leur adresse courriel corporative et leur mot de passe. Donc, ça devient quand même assez lourd finalement là, d'accéder aux applications corporatives lorsque ça c'est exigé. Et finalement, ici, on vient indiquer après combien de minutes est-ce qu'on souhaite redemander les éléments qu'on a paramétrés dans cette section-ci. Ouais, puis je vais rajouter aussi sur le fait, puis ça, c'est parce que les contrôles, si on le regarde juste strictement Intune, c'est sûr que on va aller très élevé, puis on va agacer l'utilisateur pour rien. La réalité, c'est quand on conjugue ça avec les accès conditionnels, c'est qu'il y a des éléments supplémentaires qui s'ajoutent puis qui permettent justement de compenser ce qu'on pourrait dire, on pourrait voir que là, on a diminué la sécurité de ce côté-ci, mais qui améliore l'expérience utilisateur. Puis dans l'absolu, c'est ça qu'on cherche à faire. Les accès conditionnels viennent refermer parce qu'il y a une vérification beaucoup plus robuste du côté des accès conditionnels qui va être capable de contrôler l'utilisateur qui aurait été potentiellement compromis ou des choses comme ça. Fait que les deux combinés arrivent à une sécurité qui est, à mon avis, très élevée, même si on a l'apparence de réduction de ce côté-ci, parce que il y a certains gens en sécurité qui sont plus motivés que d'autres, mais qui comprennent pas que les utilisateurs peuvent être froissés et même agacés terriblement de ces choses-là. Fait qu'on est capable de ça, puis Microsoft met énormément d'énergie justement pour rendre ça transparent. Tout avec ça, c'est un des aspects. Il y a tout l'aspect aussi passwordless aussi qui est en train de prendre de l'ampleur, qui est très important, qui améliore l'expérience utilisateur. Puis c'est ça qu'il faut réfléchir toujours, l'expérience utilisateur équivalent et l'élément sécurité qui est associé à ça donne des bénéfices très importants. Là. Exactement, ça c'est un excellent point, puis ça fait partie encore une fois des forces de Microsoft, là, toute l'intégration aux différents services de sécurité. J'allais vous le montrer plus tard, mais maintenant que tu en parles, pourquoi pas aller le voir maintenant. Au niveau du portail Azure, quand on va regarder au niveau des règles d'accès conditionnel, en effet, là, on peut obtenir un niveau de sécurité très fort avec ça parce que la question que vous posez peut-être, c'est OK, c'est bien beau qu'on mette une bulle de protection sur Outlook, mais comment est-ce que je peux faire en sorte que mes utilisateurs utilisent Outlook pour accéder aux données de l'organisation puis pas autre chose, comme un mail de ce monde ou l'application de courriel native sur leurs appareils? Ben justement, avec une règle d'accès conditionnel, ce qu'on peut aller faire, comme je vous le montre dans l'interface en ce moment, c'est d'aller
d'aller faire en sorte que, si vous voyez ici dans la section Grant, là, au niveau de ce qui est exigé de ma règle d'accès conditionnel, il y a une option qui existe qui s'appelle Require App Protection Policy. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de se créer une règle d'accès conditionnel qui va faire en sorte que pour accéder aux données de l'organisation, on exige que l'application qui est utilisée ait une stratégie de protection des applications de configurer dans Intune, sans quoi l'authentification va être bloquée. Donc, en effet, avec ça ici, là, ça vient vraiment, c'est vraiment un must, là, selon moi, là, d'aller de pair avec les stratégies de protection des applications, d'aller mettre ce type de règles d'accès conditionnel-là en place. Ouais, puis il y a tout le volet Azure Identity Protection aussi, puis tu tant qu'à en rajouter, qui fait de la surveillance continue maintenant, là, depuis quelques mois, je crois que c'est en action. Fait, toute cette surveillance-là se rajoute par-dessus ces éléments-là. Fait que si le compte se fait compromettre à un moment donné, il va se retrouver à être bloqué. Fait que là, on se trouve vraiment dans une stratégie qui, dans son ensemble, est beaucoup plus robuste que juste ses parties individuelles. Exactement. Donc, une fois qu'on a déterminé comment est-ce qu'on souhaite que la stratégie protège les données, puis c'est quoi les exigences pour l'accès aux applications protégées, il y a des conditions qu'on peut aller mettre en place pour l'exécution des applications protégées. Donc, il y a plusieurs options, encore une fois, ici. Une qui est classique, là, qu'on peut voir en bas ici au niveau des conditions relatives aux appareils, c'est pour tout appareil qui a été jailbreaké ou routé, ben on veut bloquer l'accès, évidemment. Donc ça, je vous recommande pas de le retirer. On peut aller demander... Absolument. Puis ça, j'imagine que tu as eu des anecdotes toi aussi, mais j'ai eu quelques anecdotes comme ça. Puis à un moment donné, j'ai un utilisateur qui s'est plaint de ce genre de choses. Ah ouais, mais là, mais c'est ton appareil est jailbroké. T'as pas d'affaires dans notre organisation si tu fais ce genre de choses-là. Puis il a commencé à chialer un peu, mais c'est très drôle. Puis ensuite, il essaie de justifier son point. Mais non, c'est juste comme ça. La vie, là, c'est plate, là, mais c'est comme ça. Exactement. Non, c'est ça. En effet, des fois, on a des cas un peu particuliers quand on fait affaire avec des appareils personnels, mais c'est ça. Au niveau des conditions pour les applications, un point qui me revient souvent en questionnement lorsque j'ai une intervention en clientèle, c'est le point ici, là, au niveau de l'action Wipe Data. Ce que ça fait ici, c'est que lorsque offline grace period, donc la période de grâce en étant hors ligne, donc quand il n'y a pas d'activité sur le téléphone puis qu'il n'est pas connecté à Internet, là, c'est en jours. Donc, après 90 jours, évidemment, on peut encore une fois changer ça, là, mais bref, si le téléphone n'a pas eu accès à Internet pendant 90 jours, il y a l'action suivante qui va se dérouler. Donc, il y a un wipe des données qui va être fait au niveau des applications corporatives qui sont protégées. Est-ce que ça implique que les données en tant que telles sont supprimées? Non. C'est juste au niveau des applications sur le téléphone là, que le wipe se fait, parce que c'est ça. Il y a des gens qui ont parfois une inquiétude. Là, les données de mon utilisateur vont-ils être perdues dans son OneDrive et tout ça? Non, ça retire pas les données carrément là, jusqu'au service Microsoft, mais c'est vraiment juste sur l'appareil que ça se passe. Donc, c'est pas compliqué de récupérer ces données-là au niveau de l'appareil si jamais l'utilisateur souhaite le réutiliser plus tard là, à des fins d'entreprise. C'est juste une question de se réauthentifier, etc., puis les données vont revenir. Un point qu'on va souvent recommander d'ajouter pour tous les comptes qui ont été désactivés dans l'environnement, ben, d'aller carrément juste bloquer l'accès. Ça, c'est assez évident, puis je comprends pas pourquoi il n'est pas là par défaut non plus. Mais bref, petit point supplémentaire ici qu'on peut ajouter. Donc, vous voyez les différentes options ici. Puis comme je l'ai dit tantôt, je pense, on peut aller mentionner une version d'OS minimale aussi pour pouvoir accéder aux applications. Donc, si un utilisateur, son appareil personnel, il ne le met jamais à jour, ben on peut mitiger ce risque-là en exigeant au moins une certaine version d'OS pour accéder aux applications protégées.
Ouais, puis en général, niveau iOS, c'est N-1 que moi je recommande. Puis au niveau Android, je pense que c'est N-3 ou N-4, tout dépendant là, des choses. C'est essentiellement les versions qui sont supportées d'Android. Là. On est toujours dans un contexte d'une version supportée, donc il y a des correctifs de sécurité qui sont associés, qui sont disponibles. Au niveau Android, ça a créé de la friction dans ce que quand on l'a déployé parce qu'il y a des utilisateurs qui ont des vieilles guenilles. Ouais. Sur iOS, on en a moins des vieilles guenilles, là, c'est plus rare, mais Android, c'est plus courant de ce que j'ai de mon expérience. Puis là, les utilisateurs se sentent frustrés, mais disent, Mané, t'as une vieille guenille, là, c'est désolé, mais tu touches pas à les données corporatives parce que t'as un OS qui est déclaré désuet, là, qui est en fin de vie. Fait que à ce moment-là, t'as juste pas d'affaires dans notre infrastructure. Là. Exactement. Puis tu sais, avec tous ces éléments-là que tu mentionnes depuis tantôt, c'est ça. On le rappelle, là, du moment où on permet aux gens, avec ce type de contrôle-là, d'accéder aux données de l'organisation, il faut quand même être prêt là, d'un point de vue centre d'aide et tout ça, parce que il y a beaucoup d'appels qu'on va commencer à avoir justement là, de gens qui tentent de se brancher avec leur appareil personnel qui sont bloqués ou des choses comme ça, puis qui comprennent pas pourquoi. Donc, c'est important de pas juste activer ça puis penser qu'il n'y aura aucun impact, là, mais de vraiment s'assurer d'être prêt d'un point de vue support aux utilisateurs, gestion du changement. Donc ici, ben, on vient indiquer à qui est-ce qu'on souhaite appliquer la stratégie. Donc, on pourrait faire, par exemple, des stratégies spécifiques à certains groupes d'utilisateurs. Et au final, c'est pas plus compliqué que ça pour la création d'une stratégie. Donc, une fois que ça c'est fait, on va vouloir, comme j'ai montré tout à l'heure, aller se créer une règle d'accès conditionnel et le tour est joué pour ça. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, je vous ai mentionné que il y avait plusieurs options. Celle-là, ce que je viens de vous montrer là, c'est vraiment ce qu'on fait habituellement puis ce qui est recommandé. Là. Pour le BYOD, avec le MAM de cette façon-là, ça vient déjà donner un bon niveau de sécurité. Maintenant, il y a certaines organisations, des fois, qui veulent aller un petit peu plus loin, qui veulent avoir un petit peu plus de contrôle sur les appareils des gens avant de donner accès aux données corporatives. C'est des cas que j'ai vus à quelques reprises, même si c'est pas la majorité. Si c'est votre situation, ce qui peut être fait, c'est de permettre aux utilisateurs d'inscrire eux-mêmes leurs appareils en mode géré, là, pour permettre à l'organisation de pousser des configurations puis d'aller valider la conformité d'un appareil. Donc, ça peut être fait autant pour iOS que pour Android. Il faut juste être conscient qu'il y a certaines limitations par rapport à ça, dans le sens que, surtout au niveau iOS, lorsque un utilisateur fait son inscription par lui-même à travers, comme on l'a mentionné tout à l'heure, le portail d'entreprise. Donc, il y a une application qui s'appelle le Intune Company Portal. On peut aller demander aux utilisateurs d'aller installer cette application-là et puis de faire leur inscription par eux-mêmes. Mais du moment où ils font leur inscription par eux-mêmes, je vais vous le montrer. Là. Lorsqu'on va dans Appareil ici, on va dans Enroll Devices. Dans Apple Enrollment, on va aller définir de quelle façon est-ce on veut permettre à nos utilisateurs de faire leur inscription. Donc, on crée à ce moment-là un profil d'enrôlement. Et, excusez, je suis en train d'essayer de brancher mon casque d'écoute qui manque de batterie. Et voilà. Et là, lorsqu'on crée le profil d'enrôlement, il y a 3 options qui s'offrent à nous. Il y a Device Enrollment, User Enrollment et Determine Based on User Choice. Habituellement, dans ces cas rares-là où on veut permettre aux gens de faire cette inscription-là par eux-mêmes, ce que je vais recommander, c'est de juste laisser l'utilisateur choisir le mode d'enrôlement qu'il préfère. Donc, il va pouvoir aller indiquer, dans le fond, dans l'interface, lorsqu'il inscrit son appareil, est-ce que c'est un appareil qui appartient à moi ou à l'organisation. Puis ça va lui permettre, dans le fond, de décider pour lui-même s'il souhaite que l'appareil soit pleinement géré ou que ce soit plus juste le volet entreprise qui soit géré par l'organisation.
Parce que concrètement, ce que ça va faire, c'est que il va avoir un comportement différent entre les deux. Puis là, j'ai des exemples. Là, je vous montre rapidement, là, on ne rentrera pas dans la lecture de la documentation Microsoft, mais juste vite pour vous donner quelques exemples. Au niveau du Apple User Enrollment, donc si l'utilisateur fait l'inscription par lui-même puis indique je veux pas que l'organisation ait un accès accru là, à l'administration de mon appareil. Donc, c'est un appareil qui m'appartient, puis je veux qu'il y ait juste des accès limités sur la portion organisationnelle. Ben, ça va permettre quand même de forcer certains paramètres par rapport au mot de passe. Ça va permettre de porter certaines actions sur l'appareil, donc de faire un verrouillage à distance, de le retirer de l'environnement, etc. Mais ça ne permettra pas de faire un wipe. Et ça, en passant, c'est pour ça que je ne recommande jamais de juste permettre aux utilisateurs de faire l'inscription de leur appareil sans mettre en place de MAM dans un contexte de BYOD parce que tu veux tout le temps garder la possibilité de faire un wipe sur les données d'organisation sur un appareil personnel d'un utilisateur. Donc, c'est soit juste le MAM ou soit les deux, à mon avis, là, qui est recommandable. Et ensuite de ça, bon, ça permet quand même d'aller assez loin. Là, on peut aller faire en sorte qu'on bloque les screenshots, par exemple. On bloque Siri, on va indiquer que AirDrop est une destination qui n'est pas gérée, donc on empêche les gens d'envoyer des données d'organisation sur AirDrop, ce type de choses-là. Il y a des éléments qui sont un petit peu redondants avec le MAM à travers tout ça aussi. Et bref, c'est juste pour vous donner une petite idée de ce que ça peut permettre. Si l'utilisateur décide d'aller de l'avant avec plutôt le mode device enrollment, ben là, à ce moment-là, ce que ça va permettre, c'est à l'organisation de carrément faire une réinitialisation de l'appareil à distance. Et donc, ça permet d'aller encore plus loin par rapport à la gestion de l'appareil personnel de l'utilisateur. Mais là, c'est juste d'être conscient que habituellement, lorsqu'on va de l'avant avec ce type de contrôle-là, on veut se protéger aussi. Il y a moyen de mettre en place une autre règle d'accès conditionnel qui fait signer des Terms and Services là, pour se protéger d'un point de vue légal. Que juste faire attention là, parce que une erreur peut coûter cher là, si quelqu'un, un administrateur décide de faire une réinitialisation à distance d'un appareil personnel de quelqu'un. Puis que c'est ça. ça peut faire mal, mettons. Ouais, c'est pas la genre de zone que je suis très à l'aise à aller là personnellement là. Puis ce que je recommande, genre, je normalement pas d'aller là parce que justement une erreur de manipulation peut nous amener dans des autres troubles. Exactement. Ben c'est ça. C'est pour ça, comme je l'ai mentionné, la recommandation pour le BYOD, c'est vraiment le MAM. Je mentionne ces options-là parce que c'est là, c'est possible, c'est des choses que j'ai vues. C'est pas nécessairement ce que je recommande, par contre. Donc voilà, puis c'est ça. De toute façon, on recommande de mettre en place les deux en parallèle, même si vous désirez aller dans ce type de choses-là. Un petit point spécifique par rapport au volet Android. Si on veut permettre aux gens de faire leur enrôlement via Android, le comportement n'est pas exactement pareil. Ça va être ce qu'on appelle Personally Owned Devices with Work Profile. Donc, ça va créer un profil de travail sur les appareils Android. Et donc, c'est vraiment Android est quand même fort là-dessus comparé à iOS. Il y a vraiment une bonne division entre le profil de travail et le profil personnel sur le téléphone, ce qui est moins là au niveau d'iOS. Puis même un point fort d'Android, c'est que justement, quand ta journée de travail est finie, tu peux aller carrément juste désactiver toutes les notifications qui sont relatives au travail et non personnelles. Donc ça, c'est bien. Pour le permettre, c'est pas bloqué par défaut, c'est actif par défaut pour faire l'inscription. Donc c'est pour ça que ce que Nicolas disait tantôt est très pertinent, là, à moins qu'on aille carrément le bloquer. Ici, si on veut vraiment s'assurer que les gens soient pas en mesure de faire leur inscription, on peut aller ici dans Enrollment Device Platform Restrictions, dans l'onglet Android. Et là, j'ai cliqué sur All Users. Là. C'est pas super intuitif, là, mais c'est comme ça qu'on va aller modifier la stratégie par défaut qui va s'appliquer à tout le monde. Au niveau des propriétés,
on peut aller faire en sorte que, vous voyez ici, Android Enterprise Work Profile, on est dans les restrictions d'enrôlement. Je pourrais carrément aller faire en sorte que tout ce qui est personnel soit bloqué ou carrément le bloquer à grandeur de l'entreprise. Device Administrator, ici, en passant, tant qu'à être là, on recommande de le bloquer tout le temps. OK? Donc, si vous voulez permettre aux gens de faire leur inscription pour Android, ce serait de laisser Android Enterprise Work Profile à Allow, le permettre, mais d'aller bloquer Device Administrator, parce que ça, c'est un ancien mode d'enrôlement Android qui est déprécié, puis qui est actif par défaut dans l'environnement, mais qui va faire en sorte que si l'utilisateur s'enrôle de cette façon-là, il va avoir des limitations, puis ça sera pas... c'est ça, c'est juste pas souhaitable. Il n'y a aucun bénéfice à permettre ça. Donc, voilà pour le tour de roue BYOD. Avec ces différentes options-là, vous devriez être en mesure à ce moment-là d'aller déployer des stratégies de protection des applications pour toutes les applications mobiles qui sont nécessaires pour votre organisation, que vos utilisateurs puissent être efficaces dans un environnement de travail moderne, travailler à partir de n'importe quel type d'appareil mobile personnel, d'ajouter un bon niveau de sécurité tout en prenant bien soin de mettre une règle d'accès conditionnel pour bloquer les autres types d'applications qui ne sont pas protégées. Encore une fois, il y a moyen d'aller avoir encore plus de contrôle sur les appareils de vos utilisateurs. C'est pas nécessairement ce qu'on recommande, mais ça se fait avec les stratégies que je vous ai montrées. On peut permettre l'enrôlement au niveau Enroll Devices ici, puis ensuite de ça, on rentre dans le type de plateforme, puis on peut aller se configurer des stratégies de conformité, puis des profils de configuration pour aller pousser des contrôles sur les appareils de nos utilisateurs ou pousser des applications aussi. Si vous voulez, lorsqu'un appareil est inscrit de cette façon-là, on peut aller lui forcer l'installation de certaines applications. C'est un des avantages qu'il peut y avoir avec ça. Et voilà. Très intéressant, très pertinent, puis pour l'avoir beaucoup déployé dans le confinement a amené cette conscientisation et l'utilisation massive de ces outils-là. Sont très, très utiles. Ils ont évolué un peu depuis les deux dernières années. Pas tant, à part changer de nom puis de revenir à son nom d'origine. Mais il demeure que c'est un produit qui est très mature, qui est très commode, puis qui ouvre la porte à des possibilités qui nous étaient, en tout cas, corporativement parlant, bloqués. Maintenant, c'est ouvert à ce genre de choses-là. Fait qu'on est dans un univers ça. Puis j'incite énormément les gens à déployer ce genre de plateforme, surtout si on devrait dans un environnement M365. Et puis là, tu n'en as pas parlé spécifiquement, mais il y a des applications à l'extérieur de Office aussi qui sont couvertes par ces plateformes-là. Fait que ça peut devenir très intéressant d'avoir un environnement de travail sécuritaire pour les données de l'entreprise et permettre aux gens quand même une certaine souplesse de travail, de travailler sur des iPads. Des iPads, moi, je trouve ça très commode, là, de pouvoir travailler dans cet environnement-là avec la fluidité que va, c'est quasiment équivalent à un desktop maintenant. Microsoft a fait un effort assez important de ce côté-là. Fait que c'est un environnement de travail qui est très commode. Puis ça, le permet de le faire justement dans un environnement sécuritaire et qui protège correctement les données de l'entreprise. Oui, exactement. Puis c'est ça, on peut même aller jusqu'à mettre des applications personnalisées. Là. J'en ai pas parlé en effet, là, mais quand on rentre dans la création d'une stratégie, lorsqu'on va ajouter des applications, il y a carrément la possibilité d'aller ajouter ici le Custom Apps. Donc, ça peut aller quand même très loin. Vous pouvez aller ajouter des éléments plus personnalisés à votre contexte ici. Ça nous donne accès aussi à des rapports. On peut voir, y a-t-il des problématiques, combien d'utilisateurs utilisent les applications pour accéder aux applications et tout ça. J'ai pas parlé non plus du volet licence. Bon, évidemment, les utilisateurs doivent tous avoir une licence qui leur permet d'utiliser les services de Intune. Mais ça vient quand même avec par cœur, là, je me rappelle plus tous les profils de licence qu'ils permettent, mais ça prend pas plus que du business standard, même si je me trompe pas. Il faudrait que je le valide, là. Je suis pas certain, mais.
Ouais, il y a certaines subtilités, là, mais tu sais, mais ça aussi, c'est tout le plaisir des choses de Microsoft. Les licences sont un petit peu compliquées, mais il y a des licences spécifiques pour les appareils mobiles, entre autres, qui est utilisé pour augmenter puis pour avoir tout le bénéfice, tout le support qu'il a. Fait que là, on a présumé que tout était ouvert, mais il faut quand même lire les éléments spécifiques à nos licences qui nous permettent ou permettent pas. Là, mais en entreprise, généralement, là, en bas de 3, c'est pas intéressant. Là, il faut vraiment ça. C'est encore mieux que ce soit du A5 parce que du A5 va nous permettre beaucoup d'options sécurité qui sont très, très utiles. C'est juste un peu dommage que Microsoft nous oblige à aller dans du A5 pour bénéficier de tous les éléments de sécurité. Mais bon, bref, c'est là où se passent les vraies choses en sécurité en général. Là, c'est toutes les licences A5. Là. En effet, mais pour les organisations plus petites, il en demeure pas moins que le Microsoft 365 Business Premium qui existe puis qui donne quand même un bon, ça va quand même loin avec des fonctionnalités de Defender for Endpoint, avec des fonctionnalités limitées de Defender for Cloud Apps et tout ça. Fait que, mais en effet, c'est vrai que c'est dommage que elle coûte cher la E5 là, puis ça. Mais oui, mais les outils le fun sont vraiment dans R5 là, pour en avoir exploité plusieurs, mais sont vraiment et ça vaut le prix qu'on paye. Oui. Là, je charle un peu là, mais ça vaut le prix qu'on paye pour ça parce que les bénéfices qu'on a. Puis c'est aussi l'autre aspect que les entreprises comprennent pas, c'est que le temps humain qu'on sauve en opération avec les licences E5 vaut généralement le prix qu'on les paye. C'est-à-dire qu'on a besoin de moins de monde pour avoir une plus grande efficacité de sécurité pour l'organisation. Donc, c'est là où on vient recouper les frais, là, même si je trouve ça un peu cher malgré tout. Exactement, ouais. Dernier petit point que j'ai pas mentionné, là, juste vite. J'ai déjà mentionné qu'on pouvait faire une réinitialisation des données à distance pour tout ce qui est MAM, là, mais c'est ici, là, c'était pas clair à travers l'interface, mais il y a une section App Selective Wipe. Et juste pour la petite histoire du wipe, il y a moyen de le faire de deux façons. On peut faire un wipe à distance par appareil. Donc, on vient créer un wipe request puis aller dire pour tel utilisateur, réinitialise les données, retire les données organisationnelles de ces applications qui sont protégées sur tel appareil spécifique. Donc, soit par appareil ou par utilisateur. Et lorsqu'on y va par utilisateur, c'est simplement d'aller sélectionner l'utilisateur qu'on veut, pour lequel on veut faire une réinitialisation. Et ça va aller effectuer le wipe pour toutes les applications protégées, pour tous les appareils qui sont associés à cet utilisateur-là. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, avec le broker app qui a été installé, l'appareil est inscrit dans Azure AD. Donc, on peut voir dans Azure AD au niveau de nos utilisateurs, c'est quoi les appareils qui ont inscrit ou qui utilisent. Et tous ces appareils-là, au final, pour Monsieur Brian Johnson ici que je viens de mettre, là, par exemple, tous ces appareils seraient soumis à ça et tous les applications qui sont protégées à travers mes stratégies de protection des applications vont être wipées en bon français. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le contenu, tu l'as mentionné plus tôt, mais c'est vraiment le contenu de l'application qui est effacé. Le contenu, dans le fond, c'est comme la cache locale qui est effacée à ce moment-là, sans affecter nécessairement l'appareil ou les données qui sont stockées dans l'info nuagique à ce moment-là, comme tu parles de OneDrive, mais dans Outlook ou dans Teams, c'est pas effacé. Là. Exactement. Alors voilà. Ouais, super intéressant. Merci énormément. C'est un premier tour très intéressant. C'est un outil, puis moi, pour l'avoir utilisé énormément, surtout en confinement, début du confinement, parce que les entreprises ont fait le virage rapide. C'est très utile, très facile d'utilisation. Là, on a quand même creusé certains axes, mais c'est très, très commode comme outil, puis c'est vraiment chouette. Là. Ouais, puis un point rapide. Pour une organisation qui a aucune gestion des appareils, souvent, même dans un contexte qui est même pas de la gestion d'appareils personnels, là, de BYOD, ce qu'on va recommander, c'est d'aller mettre en place quand même le MAM en premier, parce que comme tu viens de le dire, c'est très simple à déployer, beaucoup plus que de la gestion carrément de l'administration d'appareils. Donc, même dans un contexte que si vous voulez pas permettre les appareils personnels, mais vous avez aucun contrôle actuellement pour la gestion des appareils mobiles et tout ça, de déployer le MAM,
peut être pertinent. Puis souvent, on va recommander de le déployer même pour les appareils corporatifs en plus du MER. Tout à fait. Mais de toute façon, c'est la première étape qui est utilisée là, en termes de maturité d'organisation. Puis je l'ai vu avec le confinement, puis c'est vraiment cette étape-là. Ça, c'est la première étape de mise en place, justement, pour amener une maturité puis une nouvelle gestion des appareils mobiles, puis de faire progresser l'organisation et faire progresser les utilisateurs aussi. Là, on parle de gestion du changement. Il faut qu'eux-mêmes soient prêts à tout ce que ça comporte parce que c'est des changements qui sont quand même significatifs. Sur ce qu'ils peuvent faire, puis comment tout s'exécute, donc d'y aller par étapes comme ça, puis c'est une très belle stratégie. Exactement. Fait que ça fait le tour. Oui. Ben, merci énormément, très intéressant, puis tu sais, c'est très intéressant parce que ça m'a rappelé des souvenirs aussi, là, ça fait quand même un temps que je le fais plus. Puis j'espère que ça va justement aider les gens à progresser dans cette voie-là parce qu'il y a des bénéfices très importants associés à ça. Puis la deuxième partie va être également très intéressante parce que quand on arrive dans un niveau de maturité plus élevé, ben là on a plus de souplesse. Puis là, on va couvrir plus que les appareils mobiles dans la deuxième partie parce que tout le volet Windows est très bien couvert aussi dans le volet même de Intune. Oui, exactement. On va pouvoir aller encore plus loin puis enfin mettre aussi des éléments pour tout ce qui est PC, autant Windows que Mac. Tout à fait. Et merci beaucoup. Merci.